Hello, hello. Alors, salut les amis. Aujourd'hui, je suis chez Jack et Priscilla. C'est un lieu qui s'appelle le Cré, que j'ai eu la chance de découvrir il y a de ça quelques mois. Et je précise, je suis un ami perso de Priscilla et Jacques, donc cette interview va être complètement subjective. Et on va essayer de vous parler de ce lieu que moi j'ai trouvé super original, super intéressant et super en phase avec les besoins de notre époque. Créer un petit peu un lieu qui soit au carrefour des sujets qui nous intéressent, la spiritualité, la guérison, la création. Donc, merci Jacques et Priscilla de me recevoir chez vous. Merci Clément. Et comme d'habitude, on va commencer l'émission par une petite citation et un temps de méditation. Alors, la citation aujourd'hui, comme par hasard, ça va être Ama. Aussi, pourquoi je dis comme par hasard? Parce que Ama, c'était le trait d'union entre moi et Priscilla quand on s'est rencontrés il y a quelques années au centre à Pongouin. Et bien sûr, c'est un sujet qui revient régulièrement dans nos échanges et dans nos conversations. Alors voici ce que Ama nous dit aujourd'hui. Remplissez vos cœurs d'amour et de gratitude. La vie nous donne ce dont nous avons besoin et pas nécessairement ce que nous voulons. Elle suit sa propre sagesse qui est souvent incompréhensible pour nos esprits grossiers. Nous devons apprendre à accepter les situations de la vie. Cette attitude d'acceptation est le secret du bonheur. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir ou... Remplissez vos cœurs d'amour. Difficile de ne pas réagir, je crois. Donc, oui, c'est un peu le chemin de la vie, hein. Du coup, on prend maintenant une minute. On se prend une minute pour... on invite les gens qui regardent l'émission à le faire avec nous. Et maman, si tu regardes l'émission, essaie cette fois, 7 minutes, de jouer le jeu. Donc, je vais mettre une minuterie. Et pendant une minute, l'invitation, c'est juste de se recentrer. Donc, il y a des gens qui se recentrent en observant leur souffle. Il y a différentes techniques. Je sais pas, toi, quand tu médites, est-ce que tu fais des mantras ou des choses comme ça? Non, il y avait quelque chose qui va complètement à l'intérieur. Je me concentre sur l'intérieur. Ok. Et toi, par exemple? Hmm, Tu ne médites pas. non, je ne l'ai jamais médité. Eh ben, ça va être la première. Je suis contemplatif. Donc, je vais régler la petite minuterie. Donc, vraiment, si vous regardez l'émission, essayez de jouer le jeu parce que vous allez voir que même une minute en fait de pause, ça peut faire une grande différence. Alors, vous pouvez vous asseoir confortablement, fermer les yeux. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Et voilà. Euh, Ça me permet d'expliquer un petit peu l'élan qui m'a amené à vous proposer de faire cette interview ici. Il y a quelques mois, je me rappelle, j'étais en Inde chez Ama et tu me disais
Satya, j'ai un super projet en ce moment, je pense sur un truc vraiment intéressant. Et tu me parlais de cette idée que vous aviez eue avec Jacques, de créer un lieu qui soit au carrefour de choses qui nous passionnent en ce moment et que vous avez nommé le Centre de recherche évolutive qui se trouve à l'est de Paris, à Montreuil. Et est-ce que, en quelques mots, déjà, vous pourriez nous dire c'est quoi le concept et c'est quoi l'idée de ce centre de recherche évolutive? L'axe de départ, c'était de réunir la médecine, l'art et la spiritualité. C'était l'axe. Donc, finalement, c'est ce qui tourne autour de la guérison. C'était surtout de créer une communauté d'esprit aussi. C'est vraiment l'idée conviviale de réunir des gens en un endroit. Donc, il y a beaucoup de choses virtuelles ou de choses comme ça. Et ouais, qu'est-ce que... Bah, pour continuer, il y a l'idée de rassembler. La notion de rassemblement d'être est assez... On pourrait parler un peu comme une assemblée dans une église, mais il y a vraiment de sacraliser un lieu et de rassembler des gens. C'est vrai que l'idée première, c'était ce qui faisait une grande force, c'était ça. À travers, je ne sais pas comment on peut le dire, mais à travers des outils qu'on propose, des conférences, des partages, des choses qui nous touchent aussi. Voilà. On se retrouve touché par un livre, par un être, et on a envie tout d'un coup de le proposer à une communauté, de mettre ces outils-là à disposition. Et ça part assez souvent, et là, ça part souvent d'un élan de cœur, en fait. Voilà, je sais pas, je lis un livre, et je me dis, tiens, il faudrait qu'il y ait un élan de cœur qui se présente depuis qu'on a le lieu. Et on se dit, tiens, est-ce que cette personne accepterait de venir et de partager à notre communauté, ou en tout cas aux gens qui viennent à nous, ce qu'elle a vécu, tout simplement, hein. Donc, moi qui ai eu l'opportunité de venir plusieurs fois, en fait, le CRIS, c'est un lieu assez unique puisque, en gros, c'est un lieu physique sur 3 niveaux. Au sous-sol, vous avez vos lieux de soins. Toi, Jacques, tu travailles en tant que dentiste, pour mal le dire, parce que tu fais tout un travail d'accompagnement avec les gens là-dessus. Et donc, tu as ton cabinet de dentiste au sous-sol. Toi, Priscilla, qui va faire des soins corporels, énergétiques, tu as aussi ton cabinet en sous-sol. Donc, le sous-sol est vraiment un lieu qui est consacré à ce soin. Ici, au rez-de-chaussée, derrière nous, il y a une salle qui permet d'organiser des conférences, des performances, des pièces de théâtre, des soins chamaniques. On en a eu un vendredi. Et puis, c'est aussi votre lieu de vie. Donc, en gros, vous nous accueillez chez vous pour nous soigner de différentes façons, mais aussi pour nous éveiller et nous informer à travers des conférences, nous faire nous rencontrer. Parce que aussi, l'intérêt des conférences, c'est qu'en général, c'est suivi d'un temps informel. Et on se le disait tout à l'heure, des fois, le temps informel après la conférence, de rencontrer toutes ces personnes qui étaient intéressées par un même sujet, c'est aussi un des moments les plus intéressants de la conférence. Et donc, et aussi, comme tu disais, c'est un lieu qui n'est pas simplement un forum virtuel sur Facebook, mais c'est un lieu où on va pouvoir se rencontrer, créer des liens. Créer des liens. Et souvent, les mêmes personnes vont revenir. Et petit à petit, au début, les gens sont un peu timides parce que forcément, la première fois, les gens arrivent tout seuls parce qu'ils sont intéressés par un sujet qu'on propose. Et puis, des gens se croisent, donc des liens vont se tisser. Et puis, il y a cet esprit, comme les gens, du coup, sont plus ouverts, ils vont avoir l'idée de proposer quelque chose. Et petit à petit, quelque chose se construit. Ces centres de recherche, parce qu'il y a quand même cette idée que différentes visions vont se croiser, que de ces différentes visions, on peut découvrir des choses dans des pratiques qui vont se rencontrer. Il y a ce style un peu d'ébullition aussi. L'idée d'un laboratoire spirituel, moi j'aime bien dire ça. Ouais. Bah, le centre de recherche évolutive, c'était un clin d'œil à Sri Aurobindo. Okay. Parler d'un laboratoire évolutif. Et on avait une expérience un peu... Voilà, tout est parti, le nom est parti de là. Je peux raconter assez rapidement la petite histoire. C'était en 2023. On fait un séjour, donc d'abord passage chez Ama, ensuite on va à Pondichéry. Donc Pondichéry, c'est cette ville très liée à la France, qui est dans le Tamil Nadu, dans le sud-est de l'Inde. Exactement. Et la veille de notre départ pour un retour à Paris,
on s'arrête à l'ashram de Sri Aurobindo et on décide d'aller se recueillir devant son samadhi. Et ce qui a été assez incroyable, c'est que on y va en recueillement. Et là, moi, je commence à mettre mon regard dans celui de Jacques et on sent une présence énergétique hyper forte. On se regarde et on se dit, tu sens la même chose que moi, il se passe quelque chose. Et là, moi, ça a été fou, je me suis effondrée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a complètement lâché. J'avais l'impression de vivre un peu une transe, mais d'une présence tellement forte. Je me rappelle, on s'est tenu la main et on a vécu ce moment en fait d'union et un moment énergétique assez fort. Et surtout que moi, on y était un peu en touriste. Enfin, On y allait Vous attendiez à rien en de mode ça? recueillement, allons-nous recueillir, tu vois. ouais. Tu t'es dit, il se passe un truc. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand tu me présentais cette feuille où tu avais un peu mis par écrit, c'était quoi le principe de ce lieu, finalement, j'ai réalisé que quelque part, c'est beaucoup dans l'esprit de ce que proposait Sri Aurobindo, de faire incarner cette conscience, cette spiritualité, mais dans la matière. Ouais. Sri Aurobindo, c'est un sage indien, donc l'Inde, c'est un pays où la spiritualité, elle a beaucoup été vue comme un retrait du monde, dans les Himalayas, dans les ashrams, dans les montagnes. Et lui, ce que Aurobindo proposait, c'était vraiment d'aller au cœur de la matière, au cœur du métier d'artiste, au cœur de la science, de faire redescendre cette spiritualité, de la faire réimprégner la société, quoi. Et j'ai l'impression que le lieu que vous proposez, c'est aussi un petit peu un enfant de. Tout à fait, ouais. Enfin, je suis pas surpris du fait que ça soit peut-être le déclic. Notre parrain. En fait, c'est là aussi que vous avez compris qu'il y avait un truc à faire à ce niveau-là. Enfin, ça a été un jalon pour vous. En tout cas, c'est là qu'on a trouvé le nom. Ouais, on c'est est là qu'on a parti trouvé de le là. nom. C'était déjà en germe, mais c'est comme s'il y avait eu comme une bénédiction, comme je dis, comme un parrain qui nous disait, justement, on se posait plein de questions, comment ça peut se formuler, puis c'est comme s'il y avait cette présence qui venait dire, c'est une présence rassurante qu'il a déjà fait, qui a déjà creusé le sujet et qui nous portait, quoi. Parce qu'il y a eu, quand on est rentré après, On a eu France, plein de synchronicités quand même. il y avait cette présence très forte. On est allé soigner ensemble une artiste à Montreuil. Et on arrive dans l'atelier. On arrivait d'Inde, hein. On avait vécu ce moment, c'est assez fou. Dans l'atelier, il y avait la photo de mère et de Sri Aurobindo. Exact, j'avais oublié ça. Donc ça, c'est vraiment, il y avait un espèce, voilà, comme une présence constante. Et on était en train de faire émerger le nom du cré, quoi. Donc c'était assez impressionnant de sentir sa présence, de soutien. Moi, j'ai senti beaucoup de soutien. Et du coup, le CRI, quand est-ce qu'il a ouvert officiellement? Depuis combien de temps finalement ça fait 1 an. à peu près? C'est officiellement 1 an. Okay. Moi, j'ai acheté le lieu il y a 3 ans et demi, presque 4 ans maintenant. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir avoir ce lieu qui est très grand, mais parce qu'en fait, il était en ruine totalement. Donc, c'était pas très cher, mais donc il y a eu au moins 1 an et demi de gros travaux. Et on s'est rencontrés sur la toute fin des travaux. Pour la toute fin des travaux en 2022. Et puis, vous me disiez, ouais, en mai 2025, finalement, vous avez commencé à organiser vos premières. C'était quoi? C'était des conférences ou c'était des ateliers? La première, ce qui a été beau, c'est que ça a été encore une fois un clin d'œil par rapport à Ama, mais c'est Pierre Lunel qui est venu faire la première. Voilà. Et ça a lancé. Un papa, Sri Aurobindo et une maman, un peu de Mata Wetanandamai, quoi. Chose. Et ça aussi, il y a eu l'élan Ama. C'est clair que on s'est dit, allez, on se lance. On se sentait aussi avec Pierre Lunel. Et du coup, moi, j'ai senti la protection d'Ama, la validation d'Ama. Donc, pareil, pour les gens qui n'auraient pas vu, j'avais fait une interview de Pierre Lunel quand Ama était venu en Europe. Pierre Lunel, c'est entre autres, un écrivain qui a écrit pas mal de biographies et qui a écrit 2 biographies sur Ama, que je vous recommande, parce que Pierre Lunel, c'est probablement un des meilleurs conteurs qu'on puisse imaginer. C'est un monsieur, dès qu'il commence à raconter une histoire, c'est impossible d'arrêter de l'entendre. Et ouais, c'est chouette symboliquement que vous ayez commencé avec ça, quoi. Et c'est un lieu qui peut accueillir environ 40-50 personnes, donc c'est quand même... Ouais, assises. Assis, quand il y a des concerts ou des choses comme ça, je pense qu'il peut y avoir 100 personnes au maximum. Si les gens se mettent en haut, grand maximum, hein, mais ouais. Si les gens sont debout, ça peut être
Ouais. Donc du coup là, j'imagine que les gens qui nous écoutent se disent bah ça a l'air vraiment chouette cet endroit. Donc déjà je précise, on le mettra en commentaire dans la description de la vidéo, mais il y aura vos Instagram, etc. Toutes les choses sur le web pour pouvoir être tenu au courant des activités, parce que vous avez un programme qui est en construction permanente. Et est-ce que vous voulez parler un petit peu justement des prochains rendez-vous pour les gens qui nous écoutent? Tu veux que je fasse? Ouais. Alors, la prochaine date, c'est le 13 février à 19h. Donc, on reçoit une personne qui s'appelle Liv Brunet. Peut-être que je peux montrer le Bah ouais, carrément, qui vient de sortir un bouquin et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Les Trois Principes. qui est très présent sur YouTube. Voilà, qui a un podcast qui s'appelle Le Réveil en douce. Le Réveil en douce, qui est super intéressant. Voilà, qui est très intéressant. Et s'il faut en parler en quelques mots, qu'est-ce que tu veux dire toi? Parce que moi, j'ai plutôt envie de parler de la rencontre. Oui, Alors, ce que j'allais dire, c'est le premier, c'était un ami, déjà, qui nous a beaucoup aidé finalement sur notre chemin, justement, dans le cheminement, spirituellement, et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il apporte des outils très concrets, justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a une forme de simplification, de synthèse de Veda, enfin de choses, de non-dualité, mais de façon concrète. Ouais, concrète. Lui, il se dit coach, tout simplement. Mais En gros, pour les gens qui regardent la chaîne régulièrement et qui entendent parler de non-dualité, le livre, il s'appuie sur une approche qu'il n'a pas créée lui-même, qui s'appelle les trois principes. Et ces trois principes, c'est une sorte de façon de simplifier un petit peu tout le vocabulaire très technique, très spirituel, et des fois, du coup, qui est un peu une limite quand on entend des mots sanscrits, etc. Et de le ramener sur une incarnation d'une vie éveillée. Moi, c'est souvent comme ça que je le résume. C'est-à-dire, finalement, l'éveil, ça paraît des fois un petit peu nébuleux, un petit peu mythologique. Et c'est vrai que les trois principes, ça peut être un outil pour le simplifier. Donc, si les gens sont intéressés par ça, déjà, ils peuvent rechercher sur YouTube des vidéos de livres. Et il sera présent ici au CRE, donc le 13 février. Le 13 février pour une présentation de son livre et une conférence. Et conférence. Donc en général, on va pouvoir écouter la conf, poser des questions. Ensuite, il y a souvent les livres des auteurs qui sont là. Il y a un petit espace de dédicace. On peut acheter le livre. Et ensuite, comme je disais, il y a un des moments que j'aime bien, c'est ce moment de convivialité qui est beaucoup plus informel, où finalement, on va pouvoir peut-être parler un petit peu avec lui ou parler avec d'autres gens qui écoutaient la conférence. Confronter ses idées et venir aussi par curiosité. D'ailleurs, le modèle économique du CRE, comment ça se passe? Les conférences, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est sur donation? Est-ce que c'est comment ça se passe par exemple pour Liv? Par exemple, pour Liv concrètement, alors ça c'est encore très en construction. Ouais. Mais c'est très simple. On demande symboliquement 5 € qui sont peut-être des frais de gestion là, pour la conf. Pour le lieu, voilà, pour la conférence. Et ensuite, il y a un repas partagé. Avec une participation aux frais, quoi. Voilà, de 10 €. De 10 € symboliquement. Voilà. Donc on est clairement dans de la participation aux frais. L'idée, c'est pas de gagner de l'argent avec ça, mais c'est juste que voilà, vous puissiez proposer ce repas, parce que c'est vraiment... Moi, si les gens regardent et hésitent, j'invite vraiment les gens à rester pour le repas. C'est vraiment chouette. Et voilà, 10 €, c'est juste pour couvrir les frais et que le processus continue, parce que ça, c'est aussi un truc que vous disiez. Le CRE, c'est un truc très co-créé, quoi. Oui. C'est-à-dire vous facilitez la mise en place d'un tel espace, mais c'est aussi parce que les gens viennent, les gens apportent leurs idées et participent à ces échanges que ça devient des endroits... il y a quelque chose autour de la guérison, mais comme tu le dis, il y a des choses qui se passent parce que la personne va rencontrer quelqu'un, elle a entendu quelqu'un parler de quelque chose qui fait qu'elle va regarder, elle va le rencontrer ici, parce qu'il y a un atelier, parce qu'il y a un livre, et en fait, il y a plein de choses à disposition, aléatoires, mais qui fait qu'à un moment donné, il y a la guidance juste qui fait que la personne, en fait, trouve quelque chose qui est important pour elle, et personne n'y a vraiment participé de façon volontaire, en fait. C'est ça. Et je précise un truc, le CRE, c'est un lieu avec une dimension soins, notamment au sous-sol, mais on n'est pas du tout obligé de participer aux soins proposés par Priscilla et Jacques, hein, ça n'a rien à voir. C'est une proposition en plus, mais vous pouvez venir voir des conférences, même si vous recevez pas de soins énergétiques ou si vous avez pas de problème au niveau
des dents, même si j'avoue que on sous-estime peut-être cette importance. On en parlera tout à l'heure, justement, de vos parcours, de ce que vous proposez aussi en tant que thérapeute. Mais j'aimerais bien qu'on continue sur le programme à venir, après Livre, du coup. Donc après Livre, on a le 15 mai, on a Véronica Di Micoli, Ok. donc qui fera une représentation du testament de Myriam de Magdala, donc sur les textes de Jean-Yves Lelouch. Donc Véronica, c'est une femme qui a déjà fait une première représentation ici, qui a eu un succès et puis un partage incroyable derrière, parce que vraiment ça a ouvert. J'ai trouvé qu'il y avait eu des échanges extraordinaires derrière avec elle. Et ce qui est intéressant dans cette pièce, en 2 mots, c'est que Véronica, elle est complètement imprégnée de Marie-Madeleine. Donc ça, elle l'incarne dans sa chair, dans son être, et c'est un accompagnement musical qui est absolument extraordinaire. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle te met dans une bulle où en fait, tu pars avec elle, quoi. Tu pars, et même quand on ne connaît pas forcément les textes, voilà, on ne connaît pas forcément les évangiles et tout, il y a toujours une phrase. Moi, j'ai fait l'expérience avec cette pièce, je l'ai vue 2 fois, et ben à chaque fois, il y a une sensation, on se reconnaît dans la pièce, en fait. Le texte choisi fait qu'on se reconnaît dans la pièce. À un moment, il y a toujours un bout de phrase où on s'y retrouve. Donc ça vaut vraiment le coup de venir voir cette pièce qui est un moment, je pense, complètement incroyable. Inspiré et inspirant. Inspirant et un peu hors du temps. Et alors, j'ai envie de te poser la question, parce que je crois que c'était le cas la dernière fois, quand elle est venue pour sa pièce, c'était aussi articulé avec un moment de stage. Il y avait un atelier le qui lendemain, était... ouais. Voilà, donc je le précise, après les gens pourront trouver les infos chez vous, mais en gros, comme c'est un lieu un peu qui peut faire différentes propositions, donc l'idée c'est de voir peut-être le spectacle le vendredi soir, et le samedi, moi c'est une journée entière avec elle à faire vraiment plus un travail sur soi. Voilà, et c'est aussi de s'approprier le texte. Ouais. Ça c'est très intéressant. Donc là, elle va le proposer le lendemain, c'est pas encore bien calé, mais le lendemain, on ferait une journée. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. Voilà, de s'approprier le texte qui a été récité la veille. Et justement, enfin, pardon, mais c'est aussi un truc que j'aime bien chez vous. C'est justement, parfois on va aller au théâtre, voir une pièce de théâtre qui nous inspire, et puis ça va s'arrêter là. L'idée ici, c'est ça continue. Voilà, créer des ponts entre ces différentes dimensions artistiques, spirituelles, guérison, etc. Et donc, dans la même veine, c'est le 5 et le 6 mars. Voilà. Il y aura le docteur Dubois, qui est un dentiste avec qui moi j'ai beaucoup travaillé, qui a travaillé sur la symbolique des dents, sur ce que représente la bouche finalement dans des perspectives d'évolution, parce que on voit souvent la dentisterie comme quelque chose d'assez matériel, mais la bouche est quand même une vraie porte d'évolution. Oui. Et donc c'est un monsieur qui est maintenant à la retraite, mais qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est pareil, le mercredi soir, il y aura une conférence, plutôt en mode conférence, où il va parler de la symbolique grand public. La symbolique du sourire. La symbolique du sourire, ça c'est le titre. Et le lendemain, il y aura un atelier autour du mandala, des mandalas de Jung, où il va faire des mandalas à des gens en les connectant à leur propre bouche. Et d'expérimenter en fait réellement la symbolique concrètement dans l'atelier. Ok. Vraiment intéressant. Et puis, donc là, c'est un aperçu du programme à venir. C'est une programmation qui va évoluer en permanence. Là, par exemple, vendredi dernier, on a fait une expérience de voyage au tambour avec une chamane qui nous a expliqué son parcours, qui nous a expliqué comment on pouvait naviguer comme ça. Donc, voilà, j'ai l'impression que voilà, vous êtes au-delà des courants, en fait, quoi. Vous rassemblez ici, vous êtes ouvert à pas mal de propositions différentes. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que tu vois, on peut être taxé de syncrétisme ou de choses New Age. Des gens nous avaient dit, mais quand même, si vous proposez des choses un peu spirituelles, il faut être ancré dans une tradition, sinon il y a une telle proposition en ce moment, mais finalement, on trouve que c'est vraiment, on aime bien être universel. Enfin, sentir il y a quelque chose qui est de l'ordre. C'est pareil, le chamanisme, c'est pas quelque chose on avait plutôt eu des expériences où on s'était dit, bon, c'est pas, et puis, en la personne de Claire Barret qui était là vendredi, on s'est dit, en fait,
c'est un potentiel de guérison qui peut être parfait pour certaines personnes. Et donc de pas se dire non, Et puis de pas limiter en C'est fait. de pas C'est sur des, les freins, c'est des propositions aussi, c'est Oui. pas des prescriptions. Voilà, ouais. Voilà. C'est de proposer des choses aux gens et après on voit si ça nous parle, si ça Mm. nous parle pas. Voilà. Ouais. Et ça part toujours du fait que pour Claire Barret, c'est clair que moi j'ai lu le livre, Mm. et peut-être que moi il y a une sensibilité au chamanisme, mais je me suis dit, on ne peut pas ne pas proposer quelque chose. Il y a un élan qui se met en place et qui est assez fort en fait Ouais. à la base. Donc beaucoup de choses à découvrir. Voilà, si on a envie d'ouvrir nos perspectives, peut-être que voilà, on pensait que les dents, les dentistes, ça avait rien de spirituel. Ben, je crois que vous verrez que c'est pas du tout le cas. Et maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est finalement d'essayer d'explorer avec vous, bah, comment vous en êtes venu finalement à avoir cette inspiration de créer un tel lieu. Alors oui, on a parlé de Sri Aurobindo, mais ce que j'aimerais maintenant, c'est parler un peu aussi de vos parcours. Mhm. Euh, et bah, peut-être justement, on parlait de dentiste. Toi, en tant que dentiste, comment t'as fait le pont avec la spiritualité et comment à un moment t'as eu envie Ouais. de participer à la création d'un lieu comme celui-ci? Alors, moi, à la base, je pense que ce qui est important dans mon histoire, c'est que je viens d'une famille où tout le monde est médecin, mais vraiment d'une façon un peu monomaniaque, c'est-à-dire que mes 2 parents étaient médecins, eux-mêmes avec des parents médecins, et avec une vision de la médecine très occidentale, très technique, très matérialiste en fait, et avec tout le rapport au monde qui va avec, hein, c'est-à-dire tout ce qui peut être transcendant ou invisible. C'est un peu pour les gens stupides, quoi, ou qui sont pas un truc très très fort là-dessus. Et tout simplement, je pense que j'avais plutôt une fibre, on va dire, naturellement artistique et littéraire. Mais quand il y a un bagage comme ça généalogique, en fait, je me suis pas vraiment. J'ai pourtant fait des études littéraires, mais mes parents m'ont pas non plus forcé, hein, en disant tu seras médecin et rien d'autre. Mais je me suis retrouvé, même en étant dans une section littéraire, à finalement rentrer en médecine. Je me suis dit que l'art dentaire, on dit quand même l'art dentaire, donc il y avait peut-être un moyen de trouver quelque chose d'un peu sensible dans la médecine. Et donc j'ai fait dentaire pour ça. Et quand je me suis retrouvé en dentaire, j'ai vraiment pas du tout apprécié ce truc d'apprendre des choses par cœur. Enfin, quelque chose qui était, comment dire, je m'étais engagé dans ces études finalement pour comprendre ce que c'est qu'un être humain, le fonctionnement du corps humain, le plaisir de dessiner l'anatomie. Et il y avait quelque chose qui était très protocolaire, très... Et donc je m'y suis pas du tout retrouvé. J'ai compris par la suite pourquoi je m'y étais pas retrouvé, c'est qu'en fait on a toute une partie de notre sensibilité qui est brimée, en fait, qui est mis dans un autre plan. Et donc j'étais plutôt dans une forme de mal-être. Et dès que j'avais à peine terminé mes études, c'est pour ça que j'ai fait mes études à Reims, je suis venu à Paris, en fait, pour faire une école d'art. J'avais pas fait ma thèse de dentiste, mais dès que j'ai pu, je suis parti. Et en fait, en faisant cette école d'art, le simple fait de dessiner, ça m'a reconnecté à une forme de sensibilité. Donc j'ai été artiste dans la fonction. Et finalement, c'est le fait d'être artiste qui m'a ramené aux soins, mais en étant plus complet dans ma sensibilité. Et ça m'a donné, je me suis dit, mais en fait, ça m'a donné aussi envie d'ouvrir ça à d'autres gens, de dire, en fait, de se réconcilier avec certaines parts de nous. Et quand les gens sont dans des métiers très rationnels, il n'y a pas forcément ces occasions, en fait, de retoucher à ces espaces, en fait. Je trouve ça chouette parce que je pense que pas mal de gens aujourd'hui sont confrontés à une espèce de sentiment d'absurdité par rapport à des choses qu'ils font. Et en fait, peut-être que la solution, c'est pas de tout jeter, mais c'est de transcender sa discipline. Et par exemple, toi, la façon dont tu abordes ce métier de dentiste, on en a parlé pas mal. Enfin, c'est vraiment une approche super spirituelle, super holistique, où finalement, tu te sers des dents pour parler de nos histoires, de nos traumas, de nos blessures, de ce qui nous bloque, de ce qui nous empêche d'exprimer nos talents. Ouais. Donc, je sais pas d'ailleurs si tu veux dire 2 mots sur ta pratique actuelle. Pour être synthétique, c'est de comprendre que ça paraît logique finalement que la bouche c'est tout pour un être humain en fait. C'est un carrefour émotionnel, c'est l'interface entre ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, et qu'en fait nos dents qui sont un peu traitées comme une matière, comme un objet qu'on retire, dans lesquels on fait des trous, en fait nos dents portent toute notre identité.
Et encore plus que nos dents, c'est la façon dont nos dents, du haut et du bas, se rencontrent. J'appelle ça l'identité occlusale, hein, c'est l'occlusion, la façon dont le haut et le bas se rencontrent. Et donc en fait, c'est comme une identité dentaire. Et en fait, quand les gens sont dans des cheminements, le fait de toucher à cette occlusion, cette identité, changer avec des petits composites ou porter une gouttière qui va mettre en désocclusion, c'est souvent un tremplin idéal pour des évolutions très fortes, quoi, C'est marrant parce que ça me fait penser, l'image qui me vient quand tu parles de ça, c'est cette espèce d'idéal de la spiritualité incarnée, de la rencontre du ciel et de la terre. Donc, ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est de voir que les dents, c'est ce qu'on a de plus dur, de plus incarné. C'est plus dense que de l'os. Donc c'est vrai que les dents nous ramènent toujours à quelque chose. Et c'est pour ça que les gens ont autant de problèmes de dents, d'ailleurs. C'est parce que les soins dentaires sont envisagés d'une façon purement matérialiste. Et c'est pour ça que les gens ont beaucoup de soucis. En fait, c'est pas forcément que les dentistes ont mal fait ou qu'il y a eu quelque chose. C'est que toutes les charges que portent les dents ou les compréhensions que vont demander une dent quand elle tombe malade ou quand elle se déplace sont complètement niées. Et donc, du coup, le corps va remanifester le problème ou faire quelque chose pour que la personne, que le message arrive, quoi. Donc, et pareil, je me permets d'ouvrir une espèce de piste pour l'avenir. Quand j'ai fait Émergence, l'idée c'était aussi de faire, de soutenir et d'encourager l'émergence en fait de ce nouveau monde un peu qu'on porte en nous, où l'esprit et la matière se rencontrent. Et tu me disais que finalement, suite à ce que toi t'as fait, bien sûr, tu as déjà pas mal de gens qui viennent vers toi pour faire ce travail-là, mais il y a aussi du coup d'autres thérapeutes, d'autres dentistes qui viennent vers toi. Et on peut imaginer que dans un futur proche, ça soit quelque chose que toi, tu as découvert plus ou moins empiriquement, qui devienne une discipline à part entière et une approche plus holistique. Ouais, c'est quelque chose ça fait peu de temps que j'ai un peu parlé publiquement en fait de cette méthode, que j'ai pas non plus inventé, hein. Je me suis formé à d'autres choses, mais c'est des choses qui sont un peu éparpillées et que j'ai essayé un peu de rassembler. Mais je pensais qu'en en parlant publiquement, la profession allait plutôt trouver ça étrange parce qu'il s'agit de symbolisme, il s'agit quand même d'une vision spirituelle. Donc en général, chez les universitaires ou dans le conseil de l'ordre ou ces choses-là, ça fait grincer des dents. Et en fait, non, j'ai plein de dentistes qui m'ont contacté en disant que justement il y avait une forme de mal-être dans la façon d'exercer leur métier. Et ça m'a beaucoup encouragé. Ouais. Je me suis dit, en fait, il y a vraiment un changement. Et que petit à petit, en fait, ça va devenir... C'est vrai que ça paraît évident que d'avoir séparé un humain de sa dimension spirituelle quand on le soigne. Ça paraît plutôt évident qu'en fait, on va y revenir, en fait, tout doucement. C'est déjà en train de se faire. Et la dimension spirituelle du soignant aussi. Oui. Lui aussi s'est fait couper. Et du coup, alors, merci Jacques d'avoir partagé ça avec nous. Et un autre élément pour moi qui est vraiment prégnant, qui est vraiment visible dans le Cré, c'est que c'est vraiment une co-création avec le public hier, mais aussi entre vous deux, dans ce magnifique jeu des polarités complémentaires que vous incarnez si bien, pour avoir vécu un petit peu avec vous, là, je peux le dire. Et voilà, j'ai vraiment le sentiment que ce lieu n'existerait ni avec Jacques tout seul, ni avec Priscilla tout seul. Du coup, je te propose, Priscilla, si ça te dit, on explore la deuxième polarité, le version yin du Cré. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de pourquoi c'est important pour toi justement de soutenir l'émergence de ce centre, et peut-être aussi tu nous parleras un petit peu d'Ama en chemin. Moi, pour parler de ma pratique, tout est parti de quelque chose, mais qui est aussi très lié à Ama, mais peut-être aussi à mon enfance, en tout cas qui est là depuis très longtemps. Il y a ce débordement d'amour. On pourrait parler de débordement d'amour. Donc il y a cette idée de donner de l'amour, quelque chose mais une quête assez forte intérieurement, comme quelque chose qui, si ça ne se manifeste pas, je me disais, mais comment je fais? Et en fait, tout ça est parti du fait aussi qu'il y avait un intérêt dans le fait de toucher les corps. Je sentais qu'en touchant des corps, il se manifestait des choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formée.
Tout est parti sur un processus ayurvédique. Et à partir de là, j'ai enclenché assez vite des soins en Ayurveda, en énergétique japonaise aussi, parce que je me suis formée au Jinjutsu, qui sont des points énergétiques très simples, qui est une méthode traditionnelle japonaise. Et donc moi, j'en fais un soin un peu à ma sauce, en fait. Mais si on part de l'essence de ce soin, bien sûr, il y a un protocole. Il y a un protocole de massage, un protocole ayurvédique que je respecte. Mais au-delà de ça, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'essaie de faire participer en fait la personne qui vient en soin. Et donc, ça commence toujours par un premier échange où je demande aux gens de se poser avant de venir au soin et de m'écrire une intention, poser une intention de guérison. De quoi on... C'est pas juste un petit massage où on se fait un petit massage bien-être. Donc, j'essaie d'enclencher une intention de guérison et donc les gens rentrent dans un processus, dans un vrai processus qu'on travaille ensemble en fait avant le massage. Et ce qui est intéressant, c'est que quand cette intention est posée, on se retrouve dans la salle, on en parle ensemble, on ritualise. Moi, je ritualise beaucoup le moment. Ça peut être par un toucher de main, quelque chose de très simple où on se connecte intérieurement ensemble. On pose cette intention-là et le massage s'enclenche. Donc là, moi, c'est vraiment comme ça que je travaille. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai toujours l'impression que les gens qui viennent à moi, ça peut être pareil pour toi, sont toujours à un moment, ils sont un peu à un carrefour. Alors après, moi, je travaille beaucoup avec des femmes. Je m'associe des hommes, mais c'est quand même beaucoup de femmes. Et c'est intéressant par rapport à mon histoire, parce que la plupart des femmes qui viennent, c'est des femmes qui ont un problème avec leur féminité. Incarnation de la féminité, la peur de la féminité. La féminité disparaît parce que on est dans une société où il vaut mieux être un homme. C'est plus facile, en fait, dans nos métiers maintenant, de faire disparaître justement la partie plus yin et d'exister en étant... On a l'impression que si on est un peu plus un homme, eh ben, on existe un peu plus. Et donc moi, j'ai beaucoup de femmes qui arrivent et qui ça s'incarne même physiquement, quoi. Des fois, il y a des moments où il y a cette essence qui a disparu. Qui n'arrive plus à se vivre Voilà, qui n'arrive plus à se dans le vivre naturel. dans le naturel, même au sein du couple, et même dans le fait de l'assumer, même dans un travail, en fait, dans sa personnalité. Donc, il y a quelque chose de cette... En tout cas, moi, je travaille beaucoup ce sujet-là avec... et ça passe par le massage, effectivement, par un massage énergétique. Et aussi, quand même, beaucoup par, finalement, un partage dans la parole. Le fait d'ouvrir un espace. Moi, j'essaie d'ouvrir un espace où les gens, à chaque fois, je leur dis, cet espace, il est pour vous. Abandonnez-vous à ce qui va se passer. J'essaie de créer un sentiment d'abandon. Et je crois que c'est parce qu'il y a cette sensation d'abandon où les gens s'abandonnent, en fait. Et moi, je me sens aussi très traversée. C'est évident que j'essaie de poser vraiment une intention. Et je crois qu'à la fin, je me dis, c'est une intention d'amour. En fait, dans ce lâcher-prise, l'espace pour la guérison profonde est possible. C'est exactement ça. Il y a vraiment ça. Et il y a le fait aussi en tout cas, de se laisser ensemble traverser. On se laisse traverser par le divin. Et on laisse faire, finalement. Ouais, il n'y a pas de... C'est quoi ta définition du divin, Priscilla? Non, mais moi, si tu me demandes la définition du divin, eh ben, pour moi, c'est l'amour. Ok. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à quelqu'un. Tu sais, on dit souvent... Enfin, Amma, c'est un des trucs qu'elle dit souvent. En fait, elle dit, moi, j'ai pas de religion. Si j'avais une religion, ma religion, c'est l'amour. Hein. Donc oui. Et donc voilà, tout ça, c'est aussi, c'est évident que si on peut parler un petit peu d'Ama quand même, parce que Ama, ça l'est toujours et ça a été un tel déclic dans ma vie. Ama, elle est venue répondre à quelque chose que j'attendais, que je questionnais même avec mes parents, mais j'avais pas de réponse. Donc il y avait une quête très forte. Même quand j'étais adolescente, c'était quelque chose de très fort. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Ama, alors évidemment, j'ai rencontré Ama à un moment où ça n'allait pas du tout. J'étais au fond du trou. Je ne savais plus où aller. Hein, ce sentiment où, tu sais, t'es au fond du tunnel, à chaque fois je le dis, et j'ai l'impression qu'elle m'a sorti du tunnel. Tu sais, elle te sort du trou et elle te met là.
Et donc là, je rencontre Ama de cette manière-là, d'une manière très simple, enfin très simple et en même temps complètement incroyable. Je sors d'un rendez-vous à Paris, il pleuvait des cordes. Je vois une photo d'Ava par terre qui annonçait sa venue à Cergy. Et c'est ça qui, les élans, des fois, c'est complètement, ça s'explique pas. Je vois ce visage que je connais, puisque je connaissais le visage d'Ama, mais la première chose que je fais en rentrant, je regarde si Ama, enfin, je me rends compte qu'Ama est à Paris pour quelques jours. Je prends une journée, je prends une journée et je vais pour recevoir un premier Darshan. Ok. Et donc, moi, ça a été le début, en fait, ça, c'était il y a 17 ans. Voilà. Et ça a été le début d'un chemin initiatique, en fait. Hein. Et aussi, je sentais que je trouvais à travers Ama une réponse, en fait, à ma quête. Et pour moi, ça a été le début. Bah, ça n'a pas été facile, hein, je crois qu'il faut le dire aussi. C'est qu'il y a tout un cheminement intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que très, très vite, mais comme des élans de cœur, hein, c'était hyper fort. Je me suis dit, premier darshan, pendant 2 ans, je n'ai que reçu le darshan. Donc j'y allais, je recevais le darshan. Et en fait, à un moment, je me dis, il doit bien y avoir un lieu. Et donc je tombe sur la ferme du Plessis. Donc l'ashram à côté de Pongouin, voilà, l'ashram à côté de Pongouin. Et je vais faire un stage de yoga. Et là, le déclic total. En fait, moi, le déclic avec la main, il s'est fait à travers la ferme du Plessis. Puisque là, je me suis dit tout de suite, là, j'ai compris la dimension voilà, de ce que pouvait proposer Ama. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était là pour. Enfin, en tout cas, moi, je voulais répondre à cet appel-là. Et puis, il y avait un appel fort aussi, c'est un peu ce qu'on fait maintenant dans le CRE, hein, il y avait l'appel fort de servir. Moi, je voulais servir le monde et je me suis dit, tiens, là, mais pourquoi aller chercher ailleurs, en fait? Bon, ça a été mon premier truc, je me suis dit, ça va être un enseignement pour moi. Et il y avait cette idée de service, Bah, je rebondis, mais d'ailleurs, je crois que Servir le monde, c'est pas le titre du livre de Mathieu De Mathieu Labonne. Labonne, qui est bénévole, enfin voilà, qui est une des personnes qui anime le lieu, que j'avais interviewé il y a quelques mois. Et puis, bah, ce lieu, c'est aussi là que nous nous sommes rencontrés, puisque toi, tu étais bénévole, notamment pour coordonner un petit peu la préparation des repas. Et Dieu sait que pour des lieux comme ça qui reçoivent du public, c'est une fonction importante. Donc, invitation aussi aux gens qui en ont l'opportunité d'aller visiter ce lieu assez magique, assez spécial, que ce soit au travers voilà, d'un court séjour ou d'une retraite qui est organisée, quoi. Voilà, c'est un vrai lieu de ressources, en tout cas. Ouais. Ouais. Merci pour toutes ces présentations. Merci d'avoir parlé de vous. Merci d'avoir parlé de votre élan pour créer ce lieu. Est-ce que pour conclure cet entretien, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de dire? Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé qui vous semble important? Ou un élan de partage? Peut-être dire que les gens n'hésitent pas, dans cet esprit d'ébullition, de recherche, à se manifester à nous par les informations qu'on donnera. Toute initiative de recherche, de choses visionnaires, de talents. Le but, un peu comme toi, c'est de faire émerger des choses. Donc ça passe forcément par des propositions et des choses comme ça. Donc que les gens n'aient pas d'hésitation par rapport à ça. Ouais, moi j'ai vraiment aussi envie de dire que c'est un lieu aussi pour tous. On a très envie en fait que ce soit un lieu mais clairement on parlait de co-création. Ben nous on a envie que ce lieu en fait vive aussi de par les talents des autres, que les gens n'hésitent pas à faire des propositions. C'est aussi ce qui fait la force de cet endroit. C'est pas juste Jacques et moi qui décidons, c'est qu'à un moment on co-crée ensemble aussi pour servir le monde, justement. Donc, merci à vous. Merci. Et donc, j'invite vraiment les gens qui écoutent cet entretien à venir à une des prochaines conférences. Voilà, transcender les courants et les chapelles pour faire émerger cette incarnation de la conscience, quoi. Donc, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci Clément. Merci.